Chikirou est-elle une escroc? En tout cas, Mediapart n'a pas l'air très 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 content que le procureur sous-estime les charges contre Chikirou, les très graves charges contre Chikirou. Et on a la même chose au Pérou, donc on va faire une capsule Chikirou et Pérou parce que ça parle de l'offert dans les deux cas. Et quand vous connaissez, on sait que vous ne cliquez pas sur une capsule sur le Pérou et que quand il y a Chikirou, vous cliquez. Donc si c'est comme les enfants, ils aiment bien les frites, ils aiment pas les brocolis, bah tu leur mets un peu des deux dans l'assiette et puis tu essaies un peu de goupiller comme ça. Et puis tu mets d'abord les brocolis dans l'assiette quand ils ont faim et puis après les frites arrivent, quoi. Le ketchup aussi. Là, c'est un petit peu ça. Non, Non, l'idée, ça va être de parler. On avait déjà parlé des élections au Pérou. On vous invite d'ailleurs à aller voir la capsule pour que vous puissiez comprendre. Sinon, vous n'allez pas comprendre qui est qui. Bon, ouais, je vais quand même en reparler un petit peu pour vous remettre les idées au clair. Mais on a fait une longue capsule sur les élections au Pérou qui sont assez incroyables et qui montrent à quel point les sondages sont bidons et à quel point on ne doit pas en tenir compte en France parce qu'au Pérou, on avait quelqu'un à gauche qui était donné à 2%. 2-3 mois avant l'élection et au final qui est au second tour, et puis quelqu'un qui était donné à 26%, voire 35% dans certains sondages 2-3 mois avant les élections, et qui n'est pas au deuxième tour. Donc tout ça est assez risible. On va parler de tout ça avec Chris. Chris, comment est-ce que ça va ? Ben ça va. Alors moi je conteste ton analogie qui est pas mal, mais moi je vais être un petit peu plus flexeur sur ce qu'on fait. Toi tu te dis elle prend son médicament, on essaie de le faire passer et tout. Non, on essaye d'éduquer, tu vois ce que je veux dire, à goûter d'autres goûts en mixant avec des frites. C'est là où tu as raison, tu vois. Mais je pense qu'il y a un vrai truc à faire, effectivement, de montrer que ces procédures de l'OFER, elles se déroulent sous nos yeux en France à une certaine intensité. Elles se déroulent dans d'autres pays où l'intensité est beaucoup plus importante et que c'est une façon générale de l'impérialisme et plus simplement des bourgeoisies capitalistes de résister, quoi, d'utiliser leur manette judiciaire, leur manette médiatique. C'est pour ça que le pouvoir médiatique est très important. Je fais un parallèle, tu vois, je rajoute un petit peu du ketchup là pour faire passer le truc, mais je sais pas si tu as vu passer en ce moment, il y a, c'est le ministère de l'Intérieur qui l'a révélé, que des agences venant d'Israël, des fausses informations venant d'Israël ont parasité la campagne à Toulouse de Picmal, tu vois. C'est antisémite. Révélation, le ministère de l'Intérieur est antisémite. C'est ça, tu vois. Je veux dire, tu te rends compte que c'est révélé. Imagine si ça avait été Picmal avait gagné et il y aurait eu des Russes qui auraient manipulé l'élection. Mais je veux dire, là, ce serait à la une de toutes les trucs télé. Là, on sait que ça a été manipulé. Donc... Surtout qu'ils le savaient sûrement déjà à l'époque. Ah mais oui, c'est ça. Et donc, si tu veux, là, on voit vraiment l'effet du pouvoir médiatique et sa concentration. Et c'est un point clé du Lawfare. La concentration médiatique dans des conglomérats industriels et capitalistes permet de l'offrir. Sans ça, c'est pas possible. Ça ne veut pas dire qu'il y a que les médias en fait capitalistes, voilà, qui vont s'adonner à ça. On va le voir, mais ça fait partie de cette possibilité. Et donc, comme je redisais, oui, c'est très important d'être formé là-dessus pour aussi ne pas se faire avoir en tant que militant politique, pour ne pas se faire gaslight, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, quoi. Et parce que là, attention, on est à 1 an de la présidentielle. On parle de Sofia Chikirou, qui était candidate, qui n'a jamais été favorite pour être, tu vois, maire de Paris et tout. Imaginez ce que ça va être Mélenchon. C'est pas impossible que Mélenchon gagne la présidentielle et qu'il ait des procédures de l'OFER empêchant sa nomination. Enfin, tu vois, il faut tout imaginer. C'est vraiment pas du tout impossible. Donc là, c'est vraiment important, je pense, pour nous, de faire cette capsule générale pour montrer que oui, ce n'est pas un phénomène. C'est pas de la politique politicienne française. C'est pas spécifique au pouvoir capitaliste français. C'est une méthode générale partout du capitalisme impérial contre ses opposants, quoi. Qui est même particulièrement expérimenté en Amérique du Sud, faut le dire, parce que quasiment tous les pays d'Amérique du Sud ont fini avec du lawfare. Lula a été en tôle, il y a eu du lawfare contre Morales, et il y en a même toujours aujourd'hui. Il y en a à gogo au Pérou, notamment contre Pedro Castillo. Il y en a eu en Équateur. Enfin voilà, il y en a partout du lawfare, et ça permet de contrôler les opposants politiques à la ligne pro-américaine, pro-Marco Rubio et tout ça, quoi. Ouais. Donc on va passer d'abord. Juste, je fais une pub, allez voir ça. Je crois que c'est dispo sur YouTube, ça doit peut-être être sur la chaîne de Jean-Luc Mélenchon. Ça s'appelle L'Offert, le cas Mélenchon. C'est un documentaire, ça dure un peu plus d'1 heure. Peut-être qu'on le mettra en description. C'est vraiment très bien. Voilà. Ouais. Donc du coup, on va partir d'abord sur l'article de Mediapart sur Sofia Chikirou. Article déjà qui a un nom honteux. Sincèrement, on pourrait être sur Le Point. L'article s'appelle « Jugée pour tentative d'escroquerie, Sofia Chikirou conteste les accusations, le parquet les minimise ». Non mais t'imagines le délire. Si le parquet minimise les accusations,
T'es pas obligé de titrer Sofia Chikirou, escroc, blabla et tout. Tu peux dire, je sais pas, si t'es un journal de gauche, tu dis le jugement pour tentative d'escroquerie tombe à l'eau ou un truc comme ça. Tu vois, tu peux montrer qu'en fait, si même le parquet qui est censé un petit peu mettre des charges sur l'accusé est en train de les minimiser, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas grand-chose, tu vois. Et eux, ils font comme si c'était Chikirou qui bénéficiait d'une justice Ouais, plutôt bienfaisante, tu vois. C'est n'importe quoi. le titre est une énorme saloperie. C'est un titre de lâche, tu vois. Vraiment, il peut être vu de plein de trucs. Si tu l'accuses en disant ah oui, comme tu dis, parce que en vrai, les gens le lisent comme ça, je pense. Mais C'est le évidemment. tu vois. Surtout dans le contexte de l'affaire et Mais tu peux dire, médiatisation tu abusive peux contre la dire, France Insoumise. ah bah non, mais moi je voulais juste montrer que le parquet montre que c'est pas vraiment une grosse affaire, etc. C'est vraiment une honte absolue ce titre. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais tout à l'heure, dans le process du Lawfare, il y a ça aussi. Après, il va y avoir, ça va s'emparer de toute une petite galaxie de soi-disant médias indépendants qui vont reprendre les éléments de langage utilisés par le Lawfare. Nous, on l'avait vu pendant la campagne. Allez voir cette capsule, je pense qu'elle est encore plus intéressante aujourd'hui. Ça avait été repris par les Viktorovitch, qui lisaient Mediapart d'ailleurs. Vous avez cette dynamique-là, vous avez la justice qui est instrumentalisée. Ensuite, les grands médias qui vont bombarder partout pour saturer l'espace, les agences de presse, etc. Et les petits médias vont le reprendre pour pouvoir suivre le train et avancer leur agenda politique, parce qu'on connaît l'agenda politique de Mediapart. Donc vraiment, ce titre est d'une lâcheté, d'une sournoiserie sans nom, mais bon, c'est David Perrotin, je suis pas surpris, quoi. Ouais. Donc du coup, accusé d'avoir tenté d'escroquer la web télé, le média qu'elle dirigeait en 2018, la députée LFI était jugée mardi à Paris. Le parquet qui a reconnu que ce n'est pas l'affaire du siècle a requis 50 000 euros d'amende. C'est dans une salle pleine à craquer, remplie de journalistes et de soutien que l'élu La France Insoumise avait rendez-vous devant la 13e chambre correctionnelle de Paris. Le tribunal devait juger les faits d'escroquerie vieux de 8 ans lorsque Sofia Chikirou dirigeait la web télé, le média. Vous allez voir qu'il y a quand même un parallèle parce que les faits aussi contre Roberto Sanchez sont aussi vieux de 8 ans et sont sur à peu près la même somme que Sofia Chikirou. Sauf que lui, on lui requiert 5 ans de prison et 4 mois à l'entre-deux tours de l'élection présidentielle. T'imagines le délire? Ah bah c'est pour ça que je te parlais d'intensité. Tu vois ce que je veux dire? Tu comprends la différence entre l'impérialisme au centre et l'impérialisme en périphérie, quoi. Ouais, Chikirou, on lui demande 50 000 balles et lui, on lui dit ouais, 5 ans de prison. C'est ok. On te coupe les deux mains, tu sais, c'est vraiment... Retour en 2018, moins d'un an après avoir lancé le média, le psychanalyste Gérard Miller, depuis mis en examen pour viol et agression sexuelle, et le producteur Henri Poulain, rien ne va plus avec Sofia Chikirou. La rédaction connaît sa première crise, les audiences sont en berne et les caisses sont vides. Une partie de la rédaction dénonce le management autoritaire de Sofia Chikirou. Une nouvelle direction la pousse vers la sortie. Elle démissionne de la direction de la publication début juillet avant d'être évoquée. Et en gros, je vais vous la faire courte, ils expliquent que Sofia Chikirou, elle a une boîte qui aurait produit un truc qui coûte environ 60 000 balles. Et à l'époque, elle est présidente du média et donc elle veut que le média, avant qu'elle quitte le média, rembourse les 60 000 balles à sa boîte. Sauf que elle va vouloir le faire et entre-temps, en secret, Gérard Miller et puis l'autre gars, je crois, vont la démettre de ses fonctions. Et donc au moment où elle va faire un chèque pour se rembourser, ils disent qu'elle n'était plus officiellement présidente, mais ça se joue à un jour près ou je sais pas quoi, c'est un truc de merde comme ça, tu vois. Et ça fait des mois qu'on fait des titres là-dessus en expliquant que la meuf est une escroc de fou, tu vois, alors que de ce qu'on comprend, la facture était legit déjà. Ouais. Et ce qu'on lui dit juste, c'est t'as fait un chèque alors que t'étais plus présidente et donc du coup ce chèque il serait pas bon et ce serait de l'escroquerie de l'avoir fait, tu caduque, vois. C'est comme si c'était moi qui avais fait un chèque au nom de président du média alors que elle, je veux dire, elle l'était encore jusqu'à le jour d'avant ou un truc comme ça. Enfin bref. Et encore une fois, elle a contredit un peu cette version. Enfin, c'est tout un schmilblick comme ça. Mais ils nous en font un truc incroyable et c'est sorti quelques semaines avant les élections. On rappelle, et il y a des teubés de pseudo-gauche radicale d'habitude soutiennent la France Insoumise qui nous ont dit oui, mais c'est peut-être pas le bon cheval, Chikirou. Mais ça aurait été n'importe qui d'autre, ils auraient trouvé une connerie comme ça, tu vois. Tu mettais Le Mans, ils auraient dit oui, mais Le Mans, il y a 10 ans, machin, il a pas payé au resto, il a payé avec la mauvaise carte, je sais pas quoi, tu vois. Enfin, on s'en branle, tu vois. Et vous militez, franchement, comme tu dis, des teubés, oui. C'est vraiment des gens, mais vous êtes des militants de pacotille, quoi. C'est-à-dire qu'on vous fait baisser la garde et les yeux avec des processus bidons, quoi. Donc nous, on va le redire. Comme tu dis, c'est toujours ça, c'est toujours des trucs administratifs bidons. Là, on parle de 50 000 euros. Là. Je rappelle, la fraude fiscale en France, c'est 20 milliards d'euros par an. 20 milliards. Je veux dire, normalement,
un Bernard Arnault, un François-Henri Pinault, tous ces gars-là devraient être au tribunal constamment. Dans un monde normal, tu vois. Ils passent leur temps à frauder le fisc, quoi, tu vois, et en On milliards. parle de 50 000 euros pour une facture. Bon, moi, ce que je comprends, dont on ne dit pas qu'elle n'est pas légitime. Exactement. Et Tu vois, donc en fait, média... juste le problème, c'est qu'elle est payée avec. En fait, le problème, c'est qu'elle se soit pas fait payer en mettant la pression ou en portant plainte contre le média pour qu'il rembourse les 50 000 euros, tu vois, et qu'elle ait voulu se faire un chèque pour rembourser directement les 50 000 euros. C'est juste ça qu'on lui reproche, tu vois, parce qu'à écouter tentative d'escroquerie, t'as l'impression qu'elle a pris 60 000 euros, qu'elle les a mis dans sa poche et qu'elle s'est barrée, tu vois. Alors que c'est pas ça ce qui s'est passé, tu vois. Le média a lui-même reconnu qu'il n'y avait pas de préjudice. Tu vois, pendant la campagne, ils ont dû faire une lettre pour dire mais cette affaire est enterrée, il n'y a pas eu de vol, il n'y a rien, enfin pas de préjudice, il n'y a pas de victime, il n'y a pas de plainte de voilà, mais c'est instrumentalisé comme un truc administratif. C'est une folie, quoi. Le procureur a reconnu que c'était un contentieux qui aurait pu être réglé autrement si les faits avaient été reconnus. Et donc du coup, voilà, on lui reproche aussi d'avoir récupéré des affaires qui auraient appartenu aux médias. Enfin bref, c'est un truc un peu... Elle a pris une agrafeuse et une ramette de papier A4, je crois. C'est ça le... Mais tu sais que c'est intéressant ça. Parce que des gens se font licencier comme ça au boulot. Vous voyez, il y a des gens, ils se font licencier. Ah, mais t'as pris plus de papier que prévu. Enfin, c'est vraiment des processus des pires patrons qui veulent licencier, vol. Ah, mais regarde, on t'a vu repartir avec une paire de chaussures de sécu neuve. T'as demandé à qui pour l'avoir? Enfin, vraiment, on en est là, quoi. Ouais. Les accusations reposent uniquement sur les dires de Gérard Miller. Un type, j'ai envie de dire, dont la probité n'a pas... Ouais, donc vous avez ça d'un côté, et si vous voulez savoir ce qui s'est passé en 2018 pour Roberto Sanchez, alors je vous la refais. On refait un peu l'élection au Pérou. Donc Roberto Sanchez arrive deuxième contre toute attente au Pérou, soutenu par le candidat qui avait été élu en 2021, Pedro Castillo. Alors on a parlé dans une capsule récente d'Evo Morales. Pedro Castillo, c'est un peu le Morales péruvien, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est un indigène, qui est d'une famille de paysans, lui qui est un enseignant ou un instituteur de territoires ruraux, et qui a contre toute attente gagné les élections 2021 au Pérou. Pérou qui est un pays extrêmement soumis à l'impérialisme américain, qui connaît une grande instabilité politique et qui est élu. Il est élu, mais il se retrouve face au congrès tenu par la droite qui va en fait faire une sorte de coup d'État, qui va le faire sauter et l'emprisonner. Donc il est toujours en prison d'ailleurs actuellement, Pedro Castillo, ouais. Et qui va l'emprisonner en 2021. S'ensuit plusieurs présidents fantoches qui évidemment qui commandent des avions aux États-Unis, enfin voilà, qui font des trucs de base de colonies américaines, quoi. Et s'ensuit donc la volonté de faire une élection présidentielle après les 4 ans là passés, parce qu'il fallait attendre qu'il y ait une nouvelle possibilité d'élire un président par une élection au Pérou. Et il y a 35 candidats qui se présentent. Pourquoi il y en a 35 ? Parce que les lois vont être faites pour qu'un maximum de personnes se présentent et essayer de pousser à des coalitions, mais les coalitions vont pas vraiment se faire parce qu'il y a une croyance un peu à l'homme providentiel et à l'outsider au Pérou, d'après ce que j'ai compris aussi, qui fait que chacun, même s'il a 1%, se dit je vais pouvoir sortir du lot et être l'outsider. Ce qui a été Roberto Sanchez au final, donc ce qui était peut-être pas forcément bête. Donc vous allez avoir 35 candidats, avec le candidat qui va être donné très longtemps en tête, qui va être Rafael López Aliaga, qui va se présenter comme une sorte de Milei péruvien. Membre de l'opposition. Voilà, membre de l'opposition. On vous en parle en long, en large, c'est très drôle dans la capsule dédiée, et qui va s'effondrer au profit de Keiko Fujimori, qui est la fille d'Alberto Fujimori, qui était une sorte de dictateur fasciste qui a été condamné pour crime contre l'humanité au Pérou parce qu'il a stérilisé des centaines de milliers d'indigènes. Ouais, un Pinochet péruvien, quoi. Donc voilà, un Pinochet péruvien, et sa fille s'est présentée plusieurs fois aux élections présidentielles, je crois en 2011, en 2016, en 2021. Elle est arrivée plusieurs fois d'ailleurs au second tour, mais il y a un gros rejet en fait du Fujimorisme dans ce pays, et donc à chaque fois en fait c'est un peu la Marine Le Pen de là-bas, quoi. Elle arrive au second tour, et quand tu es en face d'elle au second tour, tu gagnes facilement. Donc elle va arriver première, et Roberto Sanchez va arriver à 20 000 voix près devant Rafael López Aliaga. Roberto Sanchez étant un candidat qui est un ancien ministre de Pedro Castillo et qui a reçu depuis sa prison le soutien de Pedro Castillo. Et donc il va arriver au second tour de très peu. Donc Rafael López Aliaga va dire qu'il y a eu une fraude massive, ce qui est faux, hein. Il y a eu 0,02% de bureaux qui ont vu des irrégularités. La dernière fois, c'était 0,03%. Enfin voilà, c'est la base. Dans une élection, il y a toujours quelques irrégularités, mais il n'y a pas d'irrégularités massives. Et donc, même l'Union européenne a dit que ça s'était bien tenu, voilà, qu'il n'y avait pas de soucis au niveau des votes. Évidemment, Fujimori reconnaît que les votes étaient dans la norme, parce qu'elle a gagné le premier tour. C'est ça.
Le truc, c'est que Lopez Yalaga, c'est l'ancien maire de la capitale, de Lima, qu'il a des gros relais, et donc qui met la pression, qu'il a fait virer le chef de l'organisme électoral, qu'il essaie de créer un peu comme Trump, un peu, tu vois, après sa défaite électorale, il essaie de créer une sorte de mouvement populaire pour refaire les élections, pour dire que tout le monde est riche et tout ça. Ça ne marche pas. Roberto Sanchez finit par être validé comme étant candidat donc, pour le second tour contre Keiko Fujimori. Il est donné en tête dans un premier temps. Alors aujourd'hui, c'est plus incertain, mais il est donné en tête, genre 52% des voix au second tour. Donc vous imaginez qu'un mec qui était à 2% 3 mois avant l'élection, maintenant il est en tête au second tour. Donc quand on vous dit que les choses sont possibles, c'est possible, surtout quand on est face à quelqu'un qui est très rejeté comme Fujimori. Donc du coup, comme tout ça n'a pas fonctionné, il y a eu des processus de le faire qui ont été lancés. Et là, dans l'entre-deux tours, c'est-à-dire que imaginez, vous avez, je sais pas, Mélenchon, Le Pen ou Macron, Le Pen ou Philippe Hollande ou je sais pas quoi. Et il y a une procédure lancée par le parquet, donc c'est-à-dire le parquet qui dépend du ministère de la Justice, qui est lancée pour dire que Roberto Sanchez aurait détourné des fonds électoraux entre 2018 et 2020. Pareil, on parle de 57 000 $. Donc sur 3 ans, ça fait 1500 € par mois. Ou voilà, ils disent qu'il manque 57 000 $ sur une période de 3 ans et on ne sait pas si ce serait pas lui qui les aurait pris parce qu'il était chef du parti. Enfin, un truc comme ça. Dans un pays, 57 000 $ sur 3 ans, genre normalement c'est une erreur de compta quoi. Tu vois, c'est. Ah, c'est n'importe quoi. Ouais. Et du coup, les mecs requièrent 50 prisons et 4 mois entre deux tours. C'est vraiment le lofer de baiser, tu sais. Pourquoi la peine de mort? Pourquoi pas la peine de mort? Ce serait peut-être plus simple, tu vois. Enfin, mais vraiment, tu te rends compte, 57 000 $ sur 3 ans. On parle, enfin, c'est genre, mais même vous, on vous donne 57 000 $. C'est énorme, tu vois, pour la majorité des ouvriers, mais vous pouvez même pas vous acheter une maison ou tu vois. Enfin, c'est vraiment, mais la folie, quoi. Ah bah oui, non mais c'est une dinguerie. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est une blague parce que je savais pas ce qu'on lui reprochait. Parce que c'est toujours pareil. Et c'est le problème du lofer. C'est qu'il joue sur le flou. C'est qu'on te dit, Roberto Sanchez, machin, 50 prisons potentielles. Tu te dis, ouais, il y a un truc de ouf, tu vois. Et en fait, quand tu fouilles un peu, que tu essaies de comprendre, tu vois, Roberto Sanchez est accusé d'avoir déclaré de fausses informations à l'autorité électorale au sujet d'apports financiers à son parti. Des incohérences ont révélé que les rapports financiers, la responsabilité de Roberto Sanchez est engagée dans des délits de fausses déclarations, dans une procédure administrative de falsification d'informations sur les contributions et revenus d'organisations politiques. Il aurait reçu plus de 57 000 $ de contributions de membres de son parti pour des activités partisanes sans les déclarer à l'ONPE, tu vois. Donc c'est ça le bail, quoi. Et les mecs requièrent 50 prisons et 4 mois dans l'entre-deux tours, ce qui fait évidemment dans le but de faire baisser son vote. Parce que là, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que en fait, Fujimori, elle a toujours eu un rejet de la population de plus de 50%. Ce qui fait que c'est compliqué quand même de gagner un second tour. Et là, ça a chuté à 48%. Tu vois, elle était à 59% il y a un mois. Le 2 avril, il était à 59% de rejet, des gens qui ne voteraient certainement pas pour elle. Et là, c'est plus qu'à 48%. Et Sanchez, lui, il est à 39% de gens qui déclarent qu'ils ne voteront certainement pas pour lui. Le problème, c'est qu'il y en a 30% qui ne le connaissent pas, tu vois. Et ça, c'est aussi, c'est aussi un peu le problème. Quand on vous dit que des gens, ouais, machin, Mélenchon, tout le monde le déteste, machin, mais Mélenchon, tout le monde le connaît, tu vois, déjà. Donc c'est sûr que tu as plus de rejet quand on te connaît. Et dans les intentions de vote, ils sont à 38% tous les deux. Donc en fait, les gens, les marchés, les gens qui essaient d'avoir une politique plus libérale, plus pro-américaine et tout ça, ils savent très bien que c'est pas joué d'avance, qu'on sait pas trop qui va gagner, que c'est même possible qu'il y ait juste un vote de rejet du Fujimori parce qu'en fait le père de cette meuf a comment ça s'appelle, à stériliser des gens, à massivement casser les services publics, et que y a toute une partie de la population qui déteste le Fujimorisme, et qu'en plus elle dit, elle parle de retour, tu vois, retour à l'ordre, de choses comme ça. En fait, elle fait un peu des clins d'œil en mode retour à ce qu'a été la politique de son père et tout ça. Donc c'est vraiment une différence de politique entre ce que peut proposer Roberto Sanchez et la gauche et Fujimori qui est très grande, quoi. Et en faisant ça, ils essaient d'influencer le vote vers le vote Fujimori, quoi. Bah, moi en plus, je vais te dire, j'ai un autre indice, tu vois, ça c'est Polymarket, qui est peut-être le plus grand site pour blanchir de l'argent ou faire des délits d'initiés, tu vois. Et Fujimori est très haut dans Polymarket. Donc ça veut dire que elle doit être à 66 ou quelque chose comme ça. Voilà. Et donc ça veut dire que tous les gens qui agissent contre, voilà, donc contre l'argent et contre des informations et qui vont sur Polymarket, parient sur Fujimori parce qu'ils savent que le lawfare est actif contre Sanchez, tu vois. On fera peut-être une capsule là-dessus, je pense. Padu, je sais pas si t'as vu passer ça, mais c'est très,
très très important et très très intéressant. La Cour américaine et le Parti démocrate commencent à lever un énorme délit d'initié autour du pétrole depuis les interventions en Iran. Je sais pas si tu as vu ça, mais à chaque fois, il y a des ventes 15 minutes avant des Oui, allocutions oui, de bah Trump, c'est. etc. Ce que nous, on avait dit dès le départ, hein, prix du baril.com, on le sait à chaque fois, tu vois. Mais, et donc là, je pense qu'effectivement, je le dis en rigolant, mais c'est vraiment ça. Il y a des gens qui savent que la machine lawfare, la machine judiciaire médiatique s'active contre Sanchez et parie sur Fujimori là-dessus. Tu l'as dit tout à l'heure sur Mélenchon. Si on a un entre-deux tours, s'il y a un entre-deux tours, alors on verra comment Bardella est placé à ce moment-là, mais s'il y a un second tour, allez, on va dire la prophétie de base, Marine Le Pen contre Mélenchon, tu vois. Peut-être qu'il n'y aura pas de lawfare parce que les deux sont entachés d'extrémisme, tu vois, je ne sais pas comment ça va se jouer. Par contre, s'il y a un deuxième tour, Édouard Philippe contre Jean-Luc Mélenchon, vous verrez la machine médiatique qui taira tous les trucs de corruption d'Édouard Philippe, voilà, qui sont tombés il n'y a pas longtemps, pendant qu'on dira il paraît que Mélenchon n'a pas composté son ticket de métro en 2007 et aurait bénéficié d'un timbre gratuit de l'affranchisseuse de la France Insoumise, et c'est de l'abus de biens sociaux, tu vois. Mais vraiment, Ouais, bien sûr. ça va être une folie, quoi. Et oui, surtout qu'en plus, ce qu'ils reprochent en fait aux gens, c'est des choses qui se passent littéralement dans tous les partis, mais même sans volonté de nuire, Mais tu sans vois, même volonté. par. Tu fais pas exprès, Bien. c'est des trucs qui brassent des millions de Mais oui. dollars et tout, tu vois. Enfin, c'est. Mais alors ça, c'est un truc encore intéressant là d'expérience militante. C'est pour ça qu'on dit ça, c'est de la formation militante. Typiquement, tu sais, quand tu fais des élections, tu dois avoir ce qu'on appelle des mandataires financiers. On pourra faire peut-être, ce sera peut-être pas les capsules de la pas du team, mais on verra. Mais tu sais, on avait parlé va falloir être mobilisé, être assesseur, scrutateur, notamment pour ce genre de choses, de trucage et de potentiel empêchement de candidats, comment dire, oppositionnels de venir au pouvoir. Mais il y a aussi, tu vois, tout ça, cette façon, quand on gère les finances, tu vois, les mandataires financiers, moi je l'ai fait, hein, voilà. Tu dois tenir les comptes de campagne pour ton candidat aux législatives et tout. Et c'est très très important d'être très très bien formé pour faire ça. Et les partis oppositionnels, mais tu vois ce que je veux dire, scrutés. Il y a des gens, des petites listes qui ont oublié de déclarer 20 balles ou ils n'ont pas le justificatif du 20 euros, on leur refuse tout leur compte de campagne pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Et ils sont c'est pas grand chose, tu vois, de 500 ou 1000 euros de leur poche et tout pour un tout petit truc. Alors que tu as des machines de campagne électorale là, comme Balladur, la droite, Sarkozy et Kadhafi en millions, et ça prend 10 ans avant d'obtenir quelque chose. Donc c'est vraiment la formation militante, ça va être aussi tous ces trucs-là de résister à l'administration, de la connaître par cœur, de savoir exactement comment vous allez pouvoir être attaqué, scruté. C'est vraiment ça, c'est très très important. Je le dis parce que je voudrais pas qu'on ait l'impression il va suffire de mettre le bulletin dans l'urne. Non, non. Comme on dit, il va falloir pendant 1 an avoir la tête froide pour résister au gaslight là, dont on vient vous parler. Là. Et il y a des gens qui n'ont pas résisté pendant Chikirou, donc c'est pas eux qui vont nous donner des leçons de gauche. Beaucoup de gens de gauche qui disaient ouais, mais peut-être c'est pas la meilleure candidate et tout. Il va y avoir toute cette campagne électorale là avec le pouvoir administratif, le pouvoir médiatique. Et puis, si ça gagne, ça va être que le début des emmerdes. Donc, va falloir aussi résister et tenir la rue comme le font les Péruviens, comme le font les Vénézuéliens et tout. Donc, c'est vraiment Encore, nous, on a fondamental. encore en France une justice qui est plutôt pas droitisée ou pas trop Ouais. droitisée, tu vois. Dans ces pays-là, la justice, c'est pas la même. C'est des Ouais, gars à c'est- moitié mafieux et tout, Ah oui. qui condamnent à gogo les opposants politiques. Corrompu, voilà. Ouais, c'est un enfer, hein. Pour le coup, effectivement, nous, on a au centre, effectivement, une moyennisation de la justice qui lui permet d'être un petit peu extraite des pouvoirs de l'argent, tu vois, des pouvoirs du capital, etc. Mais alors, en Amérique du Sud, c'est vraiment historiquement des gens qui sont corrélés au pouvoir dictatorial du capital, quoi. Donc, c'est ce qu'on disait dans la capsule avec Evo Morales. Ça prend du temps pour eux de construire quelque chose comme alternative, parce qu'il faut recréer des corps intermédiaires, parce qu'il faut recréer des classes moyennes. Ce sera l'inverse. Et c'est là où il va falloir être conduit, mettre la pression à gauche. C'est pas simplement le programme, les mesures, ça va être très important, on en reparlera. C'est aussi la bifurcation. Mélenchon, parce qu'il est au centre, ne devra surtout pas être attentiste. C'était l'erreur de Mitterrand.
il faudra être un énorme coup de braquet tout de suite maintenant dans les 10, 15, 100 premiers jours, quelque chose de fondamental qui fasse que ça bifurque. S'il prend le temps, il laissera du temps à l'ennemi. Et c'est l'inverse de la périphérie. La périphérie doit construire et donc doit se donner un peu le temps. Au centre, il faut bifurquer tout de suite. Et pour ça, il faut que des gens soient bien formés, que des masses aient des bons relais. Et donc, il faut des gens qui soient des militants actifs, formés, sérieux, carrés et qui gardent la tête froide. Donc, ça demande des skills, comme on dit dans le monde, soit néolibéral, soit du basket, comme tu aimes. Je voulais vous montrer un truc aussi parce que le Lofer, c'est pas juste contre Roberto Sanchez. En réalité, Roberto Sanchez, on s'en fout, tu vois. C'est un représentant comme un autre, en plus désigné par Castillo. C'est même pas Castillo lui-même, tu vois. Et Castillo, même en soi, on s'en fout aussi. C'est quelqu'un dans lequel les gens ont trouvé une résonance, tu vois. Mais c'est pas tant les personnes qui nous intéressent. C'est quels sujets collectifs sont derrière ces personnes, tu vois. Alors évidemment, ça s'incarne chez ces personnes. Quand on fout Pedro Castillo en tôle, on tue un peu pour quelques temps le mouvement. Le mouvement a besoin d'une incarnation réelle pour renaître. Enfin voilà, je suis pas en train de vous dire que les personnes ne comptent pas, mais je voulais vous montrer quelque chose relatif justement à ce qu'on peut nommer une conscience de classe ou une conscience de sujet collectif. C'est la différence entre les votes dans le district le plus riche et dans le district le plus pauvre au Pérou. L'image est incroyable. Dans le district le plus riche au Pérou, ça vote à 54,9% Rafael López Aliaga et ça vote 0,59% Roberto Sanchez. Alors que les deux vont faire 11,9 et 12%, tu vois. Oui, c'est ça. Et dans le district le plus pauvre au Pérou, ça vote à 0,29% López Aliaga, donc vraiment quasiment rien, et 55,4% pour Roberto Sanchez. Tu vois. Ouais, c'est ça. Je trouve, quand on vous parle de graphique et d'essayer de comprendre les dynamiques électorales par rapport au rapport matériel, c'est ça, tu vois. C'est vraiment hyper précis, je trouve. Les gens savent où est leur débouché politique à eux. C'est-à-dire, il n'y a pas de sujet, vous voyez. Et quand nous, on fait le graphique, c'est aussi pour se dire ça. C'est pour essayer de comprendre quelque chose, c'est de dire pourquoi on trouve l'abstention Mélenchon et Marine Le Pen au même endroit. Alors que c'est les analystes idéologiques, sociologiques vont dire c'est trois formes totalement différentes, ambivalentes, contradictoires, oppositionnelles. Oui, effectivement, Mélenchon est l'opposé absolu sur le plan politique de Marine Le Pen. Donc c'est pour ça que dans un spectre bête de la politique, vous avez Marine Le Pen à l'extrême droite et Mélenchon à l'extrême droite. Quand je dis bête, ça dit des choses, mais pas tout. Mais là, vous les voyez au même endroit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire les classes populaires ont un intérêt, voient quelque chose de cohérent par rapport à leurs problèmes en allant vers ces voies-là. Et ça ne veut pas dire c'est bien, c'est mal. C'est là où il faut être malin, c'est de dire oui, il y en a un qui est réactionnaire, il y en a un qui est révolutionnaire. Ça explique aussi le fascisme, la montée du fascisme et tout. Mais là, tu vois, ce qui est intéressant dans le Pérou, c'est que pour le coup, il n'y a même pas, tu sais, d'extrême droite populaire qui pourrait contrebalancer Sanchez. Là, c'est tellement polarisé, c'est Sanchez pour les populaires et les libéraux absolus pour les masses, quoi. On est complètement polarisé, le bas contre le haut, quoi. Et ce qui est ouf, c'est il y a 36 candidats. Je vais faire 55,4 ou 54,9. Quand il y a 35 candidats, c'est juste énorme, quoi. Ouais, c'est ça. Surtout que c'est pas les sondages qui ont fait ça. Là, c'est vraiment la conscience de classe. Parce que les sondages les donnaient à tous à 10% à la fin, tu vois. Donc les gens ont vraiment choisi en se disant en fait, c'est vers cette personne que je tends, tu vois. C'est ça. Moi, je trouve ça incroyable, tu vois. Cette personne, son projet, son histoire aussi, tu sais, sa continuité avec Castillo et tout, il y a une forme de. Voilà, donc j'allais dire, c'est instinctif. Mais c'est instinctif parce que tu vois, genre, dans les sondages, qui sont pas. Enfin, ils sont un peu pipés, je pense, tu vois, parce qu'ils interviewent pas forcément des indigènes amazoniens en masse et tout, tu vois, ou des Andes. Mais dans les sondages, ça donnait pas ces résultats-là non plus, tu vois. Ça donnait pas des résultats si précis. Et je pense qu'il y a des gens qui. Tu vois, quand Roberto Sanchez, il était à 2% à 3 mois des élections, il y a des gens à 3 mois des élections, ils savaient vraiment pas qu'ils avaient voté Roberto Sanchez. Et tu vois, en se décidant, en parlant avec sa communauté, avec d'autres gens et tout s'est polarisé au dernier moment, alors qu'on pouvait presque le prédire à l'avance, tu vois. Ça qui est fou, quoi. C'est ça. Et c'est là où on parle de conscience possible. La conscience possible, c'est votre espace mental maximal sur ce genre de sujet. Donc ça veut dire qu'à un moment, la conscience possible précède. Merde, on va se lancer dans un truc pour 1 heure. Mais la conscience possible précède toujours la conscience réelle. C'est pas l'accumulation de conscience réelle qui fait la conscience possible. Non, la conscience possible, elle est toujours déjà là à partir de votre position de classe et de vos rapports sociaux. Et effectivement, il y a les moyens de l'atteindre passent par des fois l'éducation, tu vois ce que je veux dire, la formation, mais aussi des fois par des moments de cristallisation sociale, des événements qui font que vous avez une espèce d'hyper-conscience, voilà, réelle, un saut qualitatif
que l'événement vous fait passer tout de suite à la conscience possible. On l'a vu chez les Gilets jaunes. Des gens qui avaient entendu parler de rien, qui étaient dépolitisés, ils font les Gilets jaunes, ils se prennent 2 balles en caoutchouc de LBD, et le lendemain, ils t'écrivent une constitution avec le RIC dedans. Tu vois, enfin, tu vois ce que je veux dire, et tout ça est hyper puissant. Et ces mecs-là peuvent faire la leçon, je le dis clairement, à des branleurs qui sont sur marxiste.org toute la journée à réciter les congrès de 1906, etc. Et je nous inclus dedans. Moi, ce que je dis, moi, je l'ai déjà dit plein de fois, moi, j'avais été fasciné en 2018 pour les Gilets jaunes. Mon ego était obligé de se mettre, on en a tous un peu, mais moi, j'étais content d'être obligé de mettre mon ego de côté, d'avoir été en retard vis-à-vis de classes populaires, mes parents, voilà, que je considérais comme dépolitisés, ou voilà, m'ont fait une leçon, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Des gens à l'usine, tu sais, m'ont fait une leçon parce que les types avaient mieux compris, plus vite, plus facilement. Voilà, et quand on parle de constitution, de RIC, etc., t'as un truc un peu, on l'a dit dans la capsule sur Morales, un peu, ah ben non, mais ça c'est secondaire par rapport au rapport de classe, blabla. Non, tout ça c'est de la branlette. Voilà, les gens savent où est le pouvoir, comment le contrecarrer, quels sont les espaces, etc. Il y a toujours des limites, on peut en discuter, mais il faut commencer par comprendre que face à ça, vous êtes en retard, et cette surconscience que tu vois là, elle s'exprime là, et c'est absolu. Et donc les commentateurs, déjà, je pense les intellectuels péruviens, il y en a, j'espère qu'ils ferment leur gueule et qu'ils essayent plutôt d'expliquer ça et d'être, comment dire, au service de ça. Et alors les commentateurs français, soi-disant d'extrême gauche et tout ici, qui ferment encore plus leur gueule et qui disent merci Sanchez, quoi. Ouais, bon, ils fermeront leur gueule parce que de toute façon, ils en parleront pas la plupart. Non, mais c'est vrai que si tu veux t'intéresser à ça, à part un peu les marxistes-léninistes qui vont parler de ça, mais pas tant que ça, tu vois. En langue française, quasi le seul à parler de ça, c'est Romain Migus, hein, Ouais, c'est ça. qui est plus, tu vois, dans le truc un peu. Alors, je sais pas ce qu'il pense au fond de lui, tu vois, mais qui est toujours un peu socialiste populaire d'Amérique du Sud. En tout cas, c'est sa spécialité. Il est journaliste là-bas et il suit de près tout ça. Mais c'est pas. Enfin, il aime souvent dire que c'est pas la gauche, tout ça. C'est autre chose, tu vois. C'est la souveraineté populaire Ouais, c'est quelque chose socialisante, évidemment, tu vois, des peuples d'Amérique du Sud. Parce qu'il se différencie de la gauche et je pense qu'il a raison. C'est pas la gauche en France, ça inclut Raphaël Glucksmann. Ça n'inclut pas Raphaël Glucksmann. Tu vois, les luttes souveraines d'Amérique du Sud. Et puis la gauche, ça a aussi été une forme de libéralisme très occidental dans ces pays-là aussi. On leur a fait longtemps aussi promettre une fausse gauche, quoi. Tu vois, donc, peut-être que le Monde Diplo en parle, je sais pas, des fois le Monde Diplo le Monde est pas Diplo mal en parle sur beaucoup, ouais, le Monde Diplo en parle pas mal, mais c'est dommage qu'on n'ait pas, c'est ce que nous on essaie de faire, une analyse marxiste de ces situations-là, et pas une analyse marxiste avec l'agenda débile, c'est nous qui avons raison, etc. Comprendre les forces concrètes, voir les limites, on peut le faire ça, mais voir aussi les potentialités. Et c'est sûrement pas à nous de dire la leçon à la périphérie de ce qu'elle doit faire, quoi. Faut que je te montre d'ailleurs, parce que justement, Romain Migus, il a sorti un article sur son site, La Rive, où il tente une analyse un peu matérialiste de tout ça. Alors, je sais pas trop quoi en penser. Je veux pas non Je l'ai plus. pas lu, je peux pas te dire. Enfin voilà, je veux pas te dire qu'il a raison, j'en suis pas persuadé. C'est un article qui s'appelle Élection au Pérou, un tournant décisif par Anaïs Durand et Romain Migus. Et justement, en fait, il essaie de cerner qui sont les électeurs type, tu vois, de chaque grand candidat, Comme à il fait qui ça Glucksmann. parle, quoi. Ouais. Et c'est assez intéressant parce qu'un peu comme fait Glucksmann, non, mais il y a un côté plus matérialiste à ça. Et il parle dans le Fujimorisme, il dit le Fujimorisme construit depuis 35 ans une communauté autour de son projet néolibéral populiste. Le sujet central de ce modèle est l'individu aspirationnel des villes périphériques, une personne qui adopte tous les référents du néolibéralisme dès lors que le système lui assure un statut acceptable. Il n'y a chez ce sujet aucune attente dans une quelconque dimension collective dès lors que ses ambitions personnelles sont garanties. Cela assure au Fujimorisme une large couverture nationale et un ancrage tant dans les milieux populaires que dans certains secteurs de la bourgeoisie péruvienne et dans l'appareil militaro-policier. Tu vois, il y a une tentative quand même d'analyse qui n'est pas une analyse marxiste non plus. C'est pas purement marxiste, mais c'est quand même une analyse matérialiste, je trouve. Tu vois, enfin, c'est quand même une tentative de se dire quelle classe sociale se cache derrière tout ça. Et il y a quand même des gens qui font ce travail-là, alors il faudrait peut-être le pousser, mais en même temps, il faudrait aider. Et en fait, il faudrait des dizaines de marxistes qui s'intéressent à tous les pays du monde et tout, et c'est pas le cas aujourd'hui, tu vois. Mais on fait notre part, quoi. On démarre ça. Mais je veux dire, vraiment, moi, je suis très fier de ce que nous, on fait pour ça. Penser les classes sociales, les sujets collectifs comme primaires, c'est-à-dire sortis de ces trucs superstructure, infrastructure, du marxisme vulgaire, du marxisme mécaniste ou du marxisme idéaliste type les trotskistes, là. Nous, je pense qu'on a été les premiers à le faire, pas du, tu vois, à remettre d'autres, comment dire, penseurs marxistes clés dans, voilà, Lukács, Goldman, et de remettre le sujet collectif
et sa conscience possible à partir des conditions concrètes, parce que quand tu parles de sujets collectifs prolétariens de manière ahistorique, qui serait toujours orienté vers le communisme, la même forme, etc., ça c'est faux aussi. Voilà, de penser les sujets collectifs, leurs luttes, leurs capacités, leurs limites et tout. Je pense que là-dessus, on a démarré un travail qui commence à se diffuser et qui est à son commencement. On est encore jeune, on va encore faire bien plus, quoi. Ouais, tu vois, sur le castilisme, il dit le castilisme est le fruit de la rencontre entre un vote système et un vote identitaire qui s'est développé à mesure que le système néolibéral et colonial s'affirmait. Lors des élections présidentes, ce vote contestataire s'était organisé autour de personnalités issues du monde urbain et globalisé, mais en 2021, il a pris une dimension identitaire avec l'élection du professeur Pedro Castillo. Pour la première fois, les exclus du système néolibéral ont exprimé leur vote en choisissant l'un des leurs. Et là, c'est intéressant, il dit le pouvoir a été conquis sans l'intermédiation d'un étranger susceptible de trahir leur classe sociale. Cette rencontre entre le vote contestataire et identitaire a scellé une proposition politique solide centrée sur les exclus du modèle actuel. Le moteur historique du castillisme est un sujet rural, paysan et populaire. Il provient des territoires qui ont été abandonnés par l'État et par le modèle néolibéral. Contrairement aux quartiers populaires des grandes villes, les partisans de Castillo dans le monde rural n'ont pas connu le processus d'individualisation et d'atomisation propre aux quartiers populaires des grandes villes où triomphe le sujet aspirationnel. Pour les castistes, la défense du collectif est vécue comme une garantie de survie. Dans les territoires ruraux et semi-ruraux ou périphériques subsiste une dimension cognitive organisée autour des communs, des relations collectives totalement antagonistes aux zones populaires et urbaines. Je trouvais ça assez intéressant, tu vois. Ouais, Et il y a quand même une analyse, tu vois, matérialiste, on va dire. Je dirais pas qu'elle est marxiste, mais je dirais qu'elle est matérialiste, au moins, tu vois. Ouais. L'effort est là et c'est tout ce qu'il faut faire. Voilà, il faut que le graphique puisse être dans tous les pays, quoi. Voilà. C'est ça. Bon, est-ce qu'il y a d'autres choses à dire là-dessus sur le faire? Est-ce que tu as un mot de la fin? Non, je le dis, là, c'est vraiment des capsules. Alors, c'est pas l'objet de la pas du team. On verra, on l'a dit, il y a encore plein de choses qui vont s'annoncer et puis des nouvelles choses peut-être pour le deuxième semestre, mais des capsules un peu de formation. Ouais, c'est des éléments qu'il faut avoir quand on est militant politique. Là, on fait pas juste de l'information. Quand on vous parle de l'offert, de la façon de réagir et tout, c'est une façon aussi pour vous d'être capable de dire ah, je suis au courant de ça, voilà ce qui se passe. Votre travail de militant, c'est pas de le savoir, c'est de le transmettre. Quand vous allez voir vos parents, vos enfants, ou vos frères, vos sœurs, vos amis, vos collègues, etc., de pouvoir dire oui, ça c'est telle stratégie, regarde, c'est monté comme ci, regarde, c'est monté comme ça, c'est au service de tels intérêts. Pourquoi ? Parce que c'est notre meilleur moyen de faire masse et de contrer les forces du capital, médias, judiciaires. C'est justement notre masse et notre inclusion dans les masses. Donc ça, c'est vraiment très important de pas simplement comprendre ce que c'est de le faire, mais de l'expliquer et de le contrer, quoi. Ouais, bah oui, clairement. Clairement, si vous voulez en apprendre plus, n'hésitez pas aussi à aller lire l'article de l'Insoumission sur le faire qui était très intéressant sur notamment Pablo Iglesias, donc sur la gauche de rupture espagnole et comment elle a été cassée un petit peu par le pouvoir en place et par une alliance juridique, policière et tout ça. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Sanchez a été obligé d'essayer de partir parce qu'il y a des masses quand même qui voulaient voter pour ça, donc qui s'est gauchisé. Donc ça a gauchisé la chute de Podemos a gauchisé les socialistes plus centre-gauche espagnols. Bref, n'hésitez pas à réserver votre place pour le 13 juin. On vous en a déjà parlé. J'ai pas envie de rallonger la capsule 10 ans. Donc, il y a projection, débat et conférence un peu sur la tricontinentale, l'anti-impérialisme avec la projection d'un film qu'on a tourné à Cuba avec Saïd Bouamama et Salim Lamrani. N'hésitez pas aussi à nous aider sur Tipeee, à aller voir les différentes chaînes, les voies de l'exploitation sur les applis de podcast, sur la chaîne de Position Revue sur YouTube, la chaîne On ne veut plus. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut les gens!